Au deuxième jour de sa visite officielle au Maroc, le président Ouattara a pris part aujourd'hui à un forum économique ivoiro-marocain. Lui et le roi du Maroc, Mohamed VI, ont procédé à la clôture des travaux. En début de journal, vous entendrez le président Alassane Ouattara. Le chef du gouvernement ivoirien, lui, est depuis ce matin à Davos, en Suisse. Daniel Kablan-Duncan, il représente le chef de l'État à la 45e édition du Forum économique mondial. La rencontre a réuni plus de 2500 participants, dont des chefs d'État et des responsables d'importantes multinationales. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant vient de lancer une campagne de sensibilisation pour attirer l'attention sur le phénomène d'enlèvement d'enfants. Sont associés à cette campagne les ONG et la société civile intervenant dans la protection de l'enfant. Et puis, les lauréats des prix Ebony ont reçu leur lot. La cérémonie de remise a eu lieu ce mercredi 21 janvier à la Maison de la Presse. La Super Ebony 2015 a pris possession de son nouveau véhicule ainsi que les autres lots prévus. Voilà pour le sommaire, c'est l'heure de la grande édition. Bonsoir à tous et bienvenue. À suivre également dans ce journal, EcoPlus, la tribune économique de la rédaction, tradition du mercredi. Ce soir, coup de projecteur sur l'autosuffisance de la Côte d'Ivoire en protéines animales. Quelles sont les réalités et les perspectives? On en saura un peu plus dans une dizaine de minutes dans EcoPlus. Mais avant, on prend la direction du Maroc où le chef de l'État effectue en ce moment une visite officielle depuis hier. Dans le cadre de cette visite, un forum économique ivoiro-marocain s'est tenu aujourd'hui. Vous le voyez sur ces images, c'est le roi du Maroc Mohamed VI et le président Alassane Ouattara qui ont procédé à la clôture des travaux. Travaux à l'issue desquels 24 conventions ont été signées par les deux parties, la partie ivoirienne et la partie marocaine bien sûr. L'une d'entre ces conventions s'intitule « Mémorandum d'entente pour le renforcement du partenariat économique et favorisant l'émergence d'acteurs économiques régionaux ». Je vous propose d'écouter un extrait du discours de clôture du président Alassane Ouattara. Les liens d'amitié et de confiance que nous avons su tisser ont donné une dimension particulière à un partenariat fécond entre nos deux pays dans tous les domaines. Je me réjouis de l'opportunité que nous avons à l'occasion de cette visite de renforcer les relations déjà exemplaires entre le Royaume du Maroc et la République de Côte d'Ivoire. Ainsi, nous restons fidèles à la vision de nos illustres devanciers. Votre défunt père, Sa Majesté le roi Hassan II, et feu le président Félix Houphouët-Boigny, mon père spirituel. Cette vision, c'est d'aller le plus loin possible dans la coopération entre nos deux peuples qui s'apprécient et défendent les mêmes valeurs de solidarité et de fraternité. Le présent forum se tient à une période charnière du développement des relations entre le Royaume du Maroc et la République de Côte d'Ivoire. En effet, Sa Majesté le roi Mohamed VI et moi-même sommes déterminés à réaliser l'essor de nos pays respectifs et à renforcer davantage les liens de fraternité, d'amitié et de solidarité entre nos deux peuples. En ce deuxième jour de cette visite officielle au Maroc, le président Ouattara s'est également entretenu avec plusieurs personnalités marocaines, dont le Premier ministre, le président de la Chambre des représentants, le président de la Chambre des conseillers ainsi que l'inspecteur général des forces armées royales. La correspondance de Jérôme Kofi Abolin depuis le Maroc. Mercredi 21 janvier 2015, deuxième étape de la visite officielle du président Alassane Ouattara au Maroc. Le président de la République a consacré la matinée à des échanges avec des personnalités marocaines. La première personnalité reçue par le chef de l'État est le Premier ministre du Maroc. On a parlé d'un tas de choses. D'abord de l'amélioration du contexte économique dans lequel les deux pays sont en train d'évoluer. Les choses vont très bien pour la Côte d'Ivoire, vont bien pour le Maroc. La coopération est appelée à grandir, surtout dans le domaine géré par le privé. Et sur le plan politique, tout marche très bien. Après le Premier ministre, c'est le président de la Chambre des représentants qui a échangé avec le président de la République. Il a été essentiellement question des relations entre les parlements des deux pays.
On a discuté des relations parlementaires entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Bien sûr, nous avons passé en revue l'expérience démocratique marocaine et l'expérience démocratique ivoirienne. Nous sommes satisfaits des relations qui lient le Parlement du Maroc avec le Parlement ivoirien. La troisième personnalité reçue par le président Alassane Ouattara est le président de la Chambre des conseillers. À l'instar du président de la Chambre des représentants, il s'est entretenu avec le chef de l'État sur les relations parlementaires des deux pays. Des relations sud-sud entre le Maroc et ses racines africaines pour affronter d'un commun accord les défis, les nouvelles générations de défis de demain, notamment les défis sécuritaires, les défis de l'emploi, les défis culturels, et comment ensemble le Parlement marocain et le Parlement ivoiriens peuvent travailler ensemble, aussi bien dans les forats internationaux que de façon bilatérale, pour apporter leur contribution à cette nouvelle dynamique insufflée par Sa Majesté le roi Mohamed VI Abdelaziz et son Excellence le président Alassane Ouattara. La quatrième et dernière personnalité reçue par le président Alassane Ouattara est militaire. Il s'agit du général de corps d'armée Bouchaïb Haroub. Le général Bouchaïb Haroub est inspecteur général des phares, entendez les forces armées royales. Nul doute que les échanges entre lui et le président de la République ont porté sur des questions militaires. Le chef du gouvernement ivoirien, lui, est depuis ce matin à Davos en Suisse. Daniel Kablan-Duncan y représente le chef de l'État à la 45e édition du Forum économique mondial. La rencontre réunit plus de 2500 participants, dont des chefs d'État et des responsables d'importantes multinationales. Elle devrait permettre à la Côte d'Ivoire de renforcer ses liens avec des partenaires économiques et s'appuyer sur l'expertise économique des grandes puissances pour booster son envolée vers l'émergence. Envoyé spécial en Suisse, Alexis Ouedraogo. 7 heures ce mercredi, le chef du gouvernement ivoirien est à Zurich en Suisse. 2 heures de route à travers les Alpes, il est accueilli à Davos, la célèbre station de sport d'hiver qui reçoit cette semaine tous les décideurs de la planète. C'est ici que 3 jours durant se tient la 45e édition du Forum économique mondial, thème choisi, nouveau contexte mondial. La rencontre réunit plus de 2500 participants dont des chefs d'État et des responsables d'importantes multinationales. L'occasion pour la Côte d'Ivoire de côtoyer des partenaires économiques potentiels. Et ce qui nous intéresse, nous particulièrement ici au niveau de Davos, c'est le secteur privé international. C'est essentiel de pouvoir rencontrer les entreprises et disons que vendre la Côte d'Ivoire et les amener à investir lourdement au niveau de la Côte d'Ivoire. La centrale électrique d'Azito à Yopougon est d'ailleurs l'un des succès d'une rencontre de Davos et le Premier ministre compte bien susciter de nouveaux partenariats. Parce que côtoyer les gens qui ont réussi, les pays qui ont atteint des niveaux de développement, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça permet de voir un peu les voies qui permettent d'arriver vers l'émergence. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de pays asiatiques ici. Vous allez en rencontrer beaucoup et ils ont vu la voie qui les amène vers l'émergence déjà. Nous aussi, on veut le faire. Et l'Afrique, vous allez avoir de plus en plus d'Africains qui participent donc à ces rencontres. On veut trouver les bonnes voies pour aller vers, disons que, l'émergence. L'Afrique n'est pas condamnée à être pauvre. En début d'après-midi, Daniel Kablan-Duncan a en marge du forum accordé 2 audiences. La première à Hassan El Houri, PDG du groupe NAS, National Aviation Service, qui vient de signer le contrat de gestion du handling ou service d'escale de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Un groupe français de financiers aussi a été rencontré. Il entend renforcer sa coopération avec le pays. Ce soir, le chef du gouvernement est l'invité du dîner privé du forum. Retour à Abidjan avec ses études sur les PME ivoiriennes, les petites et moyennes entreprises. Des études qui révèlent que plus de 70% accèdent difficilement au financement. De plus, les produits proposés par les banques semblent inadaptés. Au regard de ces diagnostics, le comité de concertation État-secteur privé a décidé d'examiner cette problématique. C'est le principal sujet abordé ce mercredi au plateau par les parties prenantes à l'occasion de la Journée nationale du partenariat. Lancine Bakayoko, Sylvie Touré. Il s'agit pour l'État de créer les conditions de relance de son économie en liaison avec le secteur privé
en favorisant l'accroissement des investissements productifs. L'accès aux services financiers est restreint pour l'ensemble des acteurs économiques, à l'exception des grandes entreprises exportatrices et des filiales de sociétés internationales. Pour parvenir à une contribution optimale dans la réalisation de cet objectif, les entrepreneurs et les pouvoirs publics ont convenu de la nécessité de lever un certain nombre d'entraves liées à l'accès au financement. Le focus a en effet mis en lumière les contraintes des opérateurs économiques, principalement ceux opérant dans les petites et moyennes entreprises. Tous les secteurs sont concernés, l'agriculture, l'industrie, le commerce, les services, l'artisanat, etc. Face aux enjeux, le gouvernement privilégie l'option de l'inclusion financière à travers une mobilisation plus accrue de l'épargne nationale, une orientation que le secteur privé accueille avec enthousiasme. Grâce à ce comité de concertation, État-secteur privé, les deux entités se parlent et s'entendent. Le secteur privé est engagé dans le sens d'un véritable partenariat avec l'État, à contribuer non seulement à la réflexion, mais aussi à toute initiative allant dans le sens de l'émergence d'un secteur privé fort, gage du développement de notre pays. Une effervescence qui prendra tout son sens lorsqu'un instrument d'appui sera créé pour faciliter la mise à disposition des fonds. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, assurant l'intérim du Premier ministre, a accordé une audience à Norio Maruyama, le représentant personnel du Premier ministre du Japon. Les deux hommes ont parlé de l'excellente relation entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Au cours de l'audience, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a évoqué la probable candidature de la Côte d'Ivoire à abriter le TICAD 6, la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique qui sera pour la toute première fois organisée hors du Japon en 2018. Ben Touré, Mamadou Kouassi. Jamais elle n'a été organisée hors du Japon. La conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD, va se tenir pour la première fois en Afrique en 2018. L'information a été livrée ce mardi au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, assurant l'intérim du Premier ministre, Daniel Kablon-Duncan. Au cours de l'audience accordée à Norio Maruyama, représentant personnel du Premier ministre du Japon, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a évoqué la probable candidature de la Côte d'Ivoire pour abriter cet important sommet. Norio Maruyama, directeur général Afrique du ministère des Affaires étrangères du Japon, dit être venu réaffirmer la volonté de son pays à toujours demeurer aux côtés de la Côte d'Ivoire dans sa marche vers le progrès. Pour lui, tous les signaux étant ouverts, performance économique, avancée sécuritaire, l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020 est à portée de main. Main dans la main pour une Afrique plus dynamique, c'était le thème du 5e TICAD tenu à Yokohama au Japon du 1er au 3 juin 2013. Conférence au cours de laquelle le Japon a annoncé pour le continent africain une aide financière de 32 milliards de dollars sur une période de 5 ans. La Côte d'Ivoire importe 60% de produits d'origine animale pour la consommation. Le gouvernement, conscient de cette situation, a engagé plusieurs actions, notamment l'initiation de projets d'élevage et surtout la réhabilitation et la relance des activités des ranchs et stations d'élevage. Il s'agit de produire des noyaux pour développer l'élevage de caprins, de bovins et d'ovins en zone rurale. Ce soir, le dossier Ecoplus du service économie s'intéresse justement aux activités des ranchs et stations d'élevage de Yamoussoukro et de Toumoudi, où les techniciens se battent au quotidien pour permettre à la Côte d'Ivoire de réduire le taux de dépendance en protéines animales. C'est un sujet de Francis Boifo. Abattoir de Bouaké dans la région de Gbeke au centre de la Côte d'Ivoire. Chaque jour, des centaines de bœufs sont tués pour approvisionner les marchés. Ces bêtes arrivent de partout. À partir de décembre jusqu'en avril-mai, c'est le bœuf de Côte d'Ivoire que nous utilisons ici. Mais à partir de juin jusqu'à encore en décembre, c'est le bœuf des pays limitrophes qui nous fournit. Les moutons qui viennent de l'extérieur, c'est ça qui sont les plus beaucoup. Parce que ceux qui viennent de la Côte d'Ivoire, c'est des moutons courts. C'est clair, la productivité du cheptel ivoirien est faible. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, les importations des produits d'origine animale en dehors des œufs représentent entre 60 et 80%. Au niveau de la viande de volaille, nous couvrons environ 60% de nos besoins.
Au niveau de l'espèce porcine, nous couvrons environ 16%. Quant à la production de viande bovine, nous pouvons l'estimer environ à 36% de la couverture de nos besoins. Le déficit est énorme dans les différents secteurs d'élevage. Le gouvernement initie plusieurs projets pour satisfaire les besoins nationaux en viande et produits laitiers. Pour favoriser l'exécution de ces projets, le ministère des Ressources animales et halieutiques fait de la recherche et du développement sa priorité. Et cela passe par la relance des activités des ranchs et stations. Certains détruits lors des crises au nord et à l'ouest sont délocalisés à Tumodi et Yamoussoukro. Le tout sous l'appellation Projet de gestion intégrée des ranchs et stations, PROGIR. Il s'adresse aux agro-éleveurs, promoteurs, techniciens d'élevage et étudiants avec pour particularité la recherche. Illustration à la station ovine de Tumodi. Le cabri en milieu villageois, on n'arrive jamais à l'amener et puis le revenir avec lui. Et donc à la station ovine de Tumodi, nous adoptons cette technique de sorte que nous arrivons à maîtriser la conduite des caprins. À quelques mètres de là, la station bovine avec la race locale encore appelée Ndama. Cette race originaire de la Guinée-Conakry s'adapte bien aux conditions climatiques de la Côte d'Ivoire. Sur toutes nos stations, nous avons prisé cette race-là et sert de base génétique de croisement avec les autres races exotiques que la Côte d'Ivoire importe. Toujours à la station bovine de Tumodi, d'autres races de bêtes sont en phase d'expérimentation. Ce sont les Goudal et les Azawak, des bœufs importés par le gouvernement que l'on trouve entre le Cameroun et le Tchad. Ce sont des animaux dont à l'âge adulte peuvent produire assez de lait, 10 litres de lait par jour, par vache, et produisent aussi assez de viande à l'âge adulte. À la station laitière de Yamoussoukro, d'autres expériences sont en cours pour combler le déficit en produits laitiers, actuellement estimé à 88%. Nous avons pour objectif de partir des animaux locaux dont nous disposons pour pouvoir progressivement les transformer en animaux laitiers. Toute notre technicité sera déployée en milieu extérieur. Et avec près de 6 inséminateurs dont nous disposons, nous allons pouvoir réaliser près de 42 000 inséminations par an. Ce qui va permettre de travailler dans près de 1000 fermes au niveau de la Côte d'Ivoire. Et comme on ne peut pas faire de l'élevage sans les plantes servant à nourrir du bétail, le ministère des Ressources animales et halieutiques a renforcé les capacités de la station semencière de Yamoussoukro. Ici, nous avons des semences, c'est-à-dire des graines végétales qui sont destinées à faire encore d'autres plantes. Nous produisons ces semences en vue de les distribuer aux éleveurs qui éventuellement voudraient pour améliorer leur pâturage, donc améliorer la croissance de leurs animaux. Après une visite des stations d'élevage de Yamoussoukro et de Tumodi, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani apprécie le travail abattu pour développer l'élevage. Quand nous avons fini avec les expérimentations, nous mettons les résultats au profit de tous ceux qui veulent s'adonner à l'élevage. Donc c'est un ministre qui part satisfait de ces visites. Des efforts sont faits pour permettre aux chercheurs et autres techniciens engagés sur les stations d'expérimentation d'élevage de contribuer efficacement et durablement à l'atteinte de l'objectif de 60% de couverture nationale des besoins en 2020. Mais ils en demandent davantage. Nous sommes demandés en matière de matériel agricole, en matière d'infrastructures à usage technique. En ce moment, en matière de réhabilitation, la priorité, c'est plutôt l'acquisition des animaux. J'ai compris les problématiques qu'ils ont. J'aurai l'occasion d'échanger avec le ministre, d'échanger aussi avec le Premier ministre et voir ce que nous pouvons faire. En attendant, chercheurs, techniciens, coordonnateurs de projets, responsables administratifs et éleveurs travaillent en synergie à l'augmentation du produit intérieur brut du PIB de l'élevage à 6% en 2020 contre 2% actuellement. Voilà, c'était EcoPlus proposé par le service économie de la rédaction. Autre sujet, Mohamed Hayat, l'expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, a rencontré plusieurs acteurs pouvant lui permettre de rédiger un rapport final sur le pays. Le juriste marocain a notamment échangé avec Amadou Soumaoro, secrétaire général par intérim du RDR, et Maurice Kakou Gikawe, secrétaire exécutif du PDCI RDA. Sujet abordé, la sécurité, la justice, la réforme de la commission électorale indépendante et la liberté de la presse. Ben Touré, Gabriel Zani.
Depuis qu'il a foulé le sol ivoirien le lundi 12 janvier dernier, Mohamed Hayat multiplie les rencontres. L'idée, c'est de prendre le pouls de la situation des droits de l'homme ici en Côte d'Ivoire à l'effet de donner un coup d'accélérateur au processus en cours dans le pays. C'est dans cet esprit que l'expert marocain s'est rendu chez Amadou Soumaoro, secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains RDR, ensuite au Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Il a été reçu par Maurice Kakou Yikawe, secrétaire exécutif du parti. C'est ma première visite dans ce pays et j'essaie d'être à l'écoute de tous les acteurs et les partenaires qui sont sur la place. Et je pensais que les partis politiques font partie de cette élite qu'on devrait normalement, avec laquelle on devrait échanger un certain nombre de propos pour avoir une idée de la situation des droits de l'homme dans ce pays. Je peux vous assurer que j'ai été bien briefé. Avec ces deux hommes, Mohamed Hayat a abordé des questions relatives à la sécurité, la justice, la commission électorale indépendante, la liberté de presse et la liberté individuelle. C'est ce mercredi 21 janvier 2015 que prend fin sa mission d'écoute en Côte d'Ivoire. Mohamed Hayat, par ailleurs conseiller juridique à la Cour pénale internationale, a tenu à rencontrer tous les maillons de la chaîne droits de l'homme afin que son rapport final tienne compte de toutes les aspirations. Dans l'actualité socio-politique ce mercredi, c'est 50 détenus ivoiriens de la crise post-électorale de 2010-2011 qui vont bénéficier de la liberté provisoire, annonce faite aujourd'hui par la justice ivoirienne. Le procureur de la République informe qu'il a été ordonné ce jour la libération provisoire d'office d'une cinquantaine de détenus de la crise post-électorale. Il indique par ailleurs qu'il a procédé au dégel de comptes bancaires de 31 personnalités dont les comptes avaient été gelés dans le même cadre. C'est signé le procureur de la République, Ado Richard Christophe. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant vient de lancer une campagne de sensibilisation pour attirer l'attention sur le phénomène d'enlèvement d'enfants. Sont associés à cette campagne les ONG et la société civile intervenant dans la protection de l'enfant. Godefroy Okambawa, Serge Colère. 18 enfants disparus selon les chiffres officiels, kidnappés, mutilés ou tués tout simplement, on peut le dire, le phénomène d'enlèvement d'enfants crée désormais la psychose en Côte d'Ivoire. Consciente du danger, la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne Désiré Ouleto, est déterminée à mettre fin à cette situation à travers une forte mobilisation de la police et de la gendarmerie, ainsi que des acteurs sociaux et de toute la population ivoirienne. C'est une situation complètement révoltante et personne ne peut l'accepter. Et aujourd'hui, nous avons initié cette rencontre à l'effet de rassurer les familles, de leur présenter la stratégie mise en place par l'État de Côte d'Ivoire. Nous avons lancé à compter de ce jour une campagne de sensibilisation de toutes les familles, des enfants eux-mêmes, à l'effet de lutter contre cette nouvelle criminalité-là. Différents témoignages recueillis au cours de cette cérémonie de lancement de la campagne de lutte contre l'enlèvement des enfants ont permis de mesurer l'ampleur de la situation. Visiblement, des prédateurs adeptes de pratiques occultes et de sacrifices rituels sévissent à Abidjan avec pour objectif principal de s'enrichir au prix du sang d'innocents enfants. On parle de brouteurs, c'est de jeunes gens qui, ma foi, n'ont pas un travail déclaré, mais qui ont des revenus conséquents. Et je pense que de plus en plus, nous devons pouvoir être regardants sur l'origine de leur fortune. Les enquêtes sont en cours pour mettre la main sur ces prédateurs. Des actions concertées sont également menées par les membres du gouvernement pour ne plus que de tels actes se reproduisent en Côte d'Ivoire. Plus de 5000 cas de grossesse en milieu scolaire ont été recensés au cours de l'année 2013-2014. Aussi, chaque année, 100 à 140 millions de femmes sont excisées dans le monde. Ces phénomènes inquiètent la fondation Djigui, la Grande Espérance. L'organisation a donc lancé une campagne de sensibilisation sur les violences faites aux filles, les grossesses en milieu scolaire et les mutilations génitales féminines dans les établissements scolaires de Beaunois, Grand Bassam et Port-Bouët,
du 19 janvier au 20 février prochain. L'étape de Grand Bassam avec Ami Koulibaly. 5 jeunes filles du premier cycle ont contracté une grossesse cette année dans les lycées modernes 1 et 2 de Grand Bassam. L'année dernière, ce sont 15 cas de grossesse qui ont été signalés dans ces mêmes lycées. Une situation contre laquelle s'insurgent responsables et élèves des dits établissements. C'était fléau, comme le sida, parce que ça détruit considérablement et silencieusement nos jeunes filles. Un homme, ça ne passe pas. Tu vas avoir ton diplôme, tu vas avoir ton brevet, tu peux te marier, tu peux avoir tes enfants. Donc, ce n'est pas la peine de venir tomber enceinte maintenant, mettre des études en suspens. Les mutilations génitales féminines et les violences faites aux filles sont des fléaux qui minent aussi le quotidien des Ivoiriens. En Côte d'Ivoire, 38% des femmes de 15 à 49 ans sont excisées et plus de 2 viols et 3 incidents de violence domestique sont pris en charge par 43 plateformes. Pour endiguer ces phénomènes, la Fondation Djigui La Grande Espérance et l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire conjuguent leurs forces. Nous avons formé des pères éducateurs qui, eux, à leur tour, au niveau des Bassam, seront régulièrement à l'école, seront régulièrement auprès des enseignants. L'ambassade du Canada, à travers le Fonds canadien d'initiative locale, finance une partie des frais générés par ce projet. Pour la Fondation Djigui La Grande Espérance, étudier sans grossesse, c'est possible et mettre fin à l'excision ne remet pas en cause la coutume. C'est pourquoi elle met les bouchées doubles pour interpeller la population sur les conséquences de ces fléaux. La campagne de sensibilisation va prendre fin le 20 février prochain. Des manifestations ont eu lieu il y a quelques jours dans la commune de Koumassi. Des commerçants mécontents sont sortis pour protester contre la décision du conseil municipal de réhabiliter le marché, vieux de plus d'une quarantaine d'années. Interrogé sur la question, le maire avance que l'action ne vise que le bien-être des commerçants eux-mêmes. L'éclairage d'Éric Goré. La réhabilitation du marché de Koumassi n'est pas du goût de certains commerçants qui ont protesté pour s'opposer à ce projet. On ne refuse pas qu'on casse le marché. C'est un marché qui date de 50 ans. Mais qu'on nous montre où on doit loger, où on doit caserner des femmes là. Si c'est pour réhabiliter le marché, nous sommes d'accord. Mais fermer le marché regroupe 6 000 personnes. Si 6 000 personnes doivent aller en chômage. Le maire de Koumassi rassure les populations et les commerçants sur l'importance de cette opération qui épouse la vision du président de la République de Côte d'Ivoire qui entend faire de notre pays un pays émergent. J'ai reçu plus de 4 fois les commerçants. Et la dernière fois que nous nous sommes vus, c'était le 12 janvier. Les commerçants étaient venus parce qu'ils étaient mal informés. Et quand je leur ai expliqué, ils sont sortis de la salle de mariage en applaudissant. Je n'ai pas compris pourquoi, entre lundi et jeudi, il y a eu cette marche. Le marché doit sortir du giron de la politique. Nous sommes en place pour travailler, pour accompagner le gouvernement dans son élan vers l'émergence. On ne peut pas aller à l'émergence avec un marché dans cet état que nous avons vu. Des sites sont déjà identifiés pour recaser les commerçants pendant les travaux. Après ces travaux, les commerçants retrouveront gratuitement leur place. 10 jours après la tenue de la Nuit des Ébonies, consacrant les meilleurs journalistes de l'année, les lauréats des prix ont reçu leur lot. La cérémonie de remise a eu lieu ce mercredi à la Maison de la Presse. La Super Ébony 2015 a pris possession de son nouveau véhicule ainsi que les autres lots prévus. Le compte-rendu d'Herman Niamien. Chose promise, chose due. Comme convenu, les différents lauréats des prix Ébony ont reçu leur lot. À leur tête, Setou Banoro, Super Ébony 2014. Elle a reçu officiellement les clés de son véhicule et les documents afférents au terrain viabilisé d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Je suis très heureuse. Je remercie l'UNJCI et l'ensemble de ses partenaires. La voiture, qu'est-ce que tu as fait de ça? Des reportages et de bonnes enquêtes. Outre les véhicules et le terrain viabilisé, elle a également reçu la somme des millions de francs CFA, un ordinateur portable et un billet d'avion. Michel Digré Ébony Télé et Adama Bakayoko Ébony Radio ont reçu chacun la somme des millions de francs CFA, un ordinateur, un dictaphone et un appareil photonumérique. Être meilleur journaliste télé, 2 années de suite en 2 participations, le bilan est satisfaisant pour un début de carrière. Et nous pensons que nous avions encore beaucoup d'années devant nous pour confirmer notre talent.
Les différents partenaires de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, n'ont pas été oubliés. Ils ont reçu chacun un diplôme de participation. Nous savons que le métier de journaliste est un métier difficile. Donc il faut toujours accompagner l'excellence, encourager les uns et les autres à pouvoir bien travailler. L'année prochaine, nous allons aller plus loin. Pourquoi pas une villa? Se prononçant sur la crédibilité du prix Ebony, le président de l'UNJCI a dit ceci. Personne ne peut tripatuer ce prix-là. Ceux qui veulent le prix Ebony, c'est dès maintenant qu'il faut travailler. N'attendez pas en novembre, décembre prochain pour dire qu'on a tripatué. Les potentiels prétendants au super prix Ebony 2015 sont donc invités à se mettre au travail dès maintenant en produisant des articles de qualité. En sport football, la deuxième journée de phase de poule